toutes et à tous. Bienvenue au 93e journée scientifique de la FEF à Rennes. Je suis Sabrina Sidali pour le Réseau Jeune et j'ai le plaisir d'interviewer Morgane Clément qui va nous parler de son travail sur la prothèse œsophagienne. Bonjour Morgane. Bonjour. Peux-tu nous faire un résumé rapide de ton travail? Oui, bien sûr. Alors, le travail a consisté à évaluer le tamponnement des varices œsophagiennes par prothèse auto-expansible. Et il a été montré que c'était associé à un meilleur pronostic dans le cas d'une hémorragie réfractaire. Donc, c'était une étude de cohorte française nationale rétrospective. Je peux présenter rapidement les principaux résultats. Donc, on a inclus de manière rétrospective. On n'avait pas trop le choix pour avoir un maximum de patients pour la sonde à double ballonnet qui était notre comparatif, mais également de manière prospective à partir de janvier 2021, les patients qui ont bénéficié d'un tamponnement, soit par sonde à double ballonnet, dit sonde de Blackmore, soit par prothèse auto-expansible œsophagienne, dit stent de Danis. Au total, on a inclus 99 patients, avec 52 patients dans le groupe prothèse et 47 patients dans le groupe sonde à ballonnet. On a analysé donc, sur ces patients, les critères principaux étaient globalement équivalents. On avait des hommes entre 55 et 60 ans qui avaient une cirrhose d'origine principalement alcoolique à un stade avancé de Child C avec un MELD moyen à 20. Voilà, globalement, c'était les caractéristiques des patients qu'on a inclus, sans grande différence significative entre les groupes. Et donc sur l'analyse des résultats, donc notre critère de jugement principal, c'était la survie à 6 semaines, comme c'est défini en fait dans Baveno, ce qui n'avait pas encore été fait dans les études précédentes. L'analyse de la survie à 6 semaines à chaque fois était soit un critère secondaire, soit n'était pas évalué. Donc là, on l'a choisi comme critère de jugement principal et il s'avère que les résultats étaient significatifs à 6 semaines en faveur de la prothèse. On avait à peu près 54% de taux de survie pour la prothèse versus 28% de taux de survie pour la sonde à double ballonnet. Donc ça déjà c'est le premier résultat qui était intéressant. Ce résultat sur la mortalité se voyait de manière très précoce, c'est-à-dire dès J5, on avait un gros différentiel entre les deux dispositifs et c'était continu tout au long de la survie jusqu'à 6 semaines. Ensuite, on a analysé comme critère de jugement secondaire notamment l'impact du type de sauvetage sur la survie, quel que soit le type de tamponnement. Et en fait, on a démontré que le TIPS de sauvetage améliorait significativement la survie à 6 semaines comparativement à l'absence de TIPS, quel que soit en fait le groupe initial. Et ensuite, sur les critères de jugement secondaire, donc on a analysé la récidive hémorragique. Il n'a pas été démontré de différence entre les deux groupes. Et la survenue de complications, notamment les complications liées au dispositif. On a fait complication par complication que je ne vais pas détailler. Globalement, il n'y avait pas de grande différence significative entre les deux groupes, sauf pour, étonnamment, la survenue d'une hémorragie immédiate au retrait du dispositif, qui était plus important dans le groupe prothèse. Voilà. Et enfin, je crois que sur les résultats, c'était les résultats principaux. Donc en conclusion, notre étude était positive sur la survie à 6 semaines. Après, c'est vrai que sur les autres critères, on n'avait pas forcément de significativité. Voilà. Merci beaucoup Morgane pour ce travail très intéressant. J'ai une ou deux questions. La première, c'est est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi la prothèse versus la sonde à ballonnet n'améliore pas vraiment la récidive hémorragique et les complications finalement en général? Comment on explique le fait qu'il n'y ait vraiment aucune différence entre... Oui, en fait, on a été assez étonnés de ces résultats parce que c'est pas forcément en raccord avec la littérature. Surtout qu'on avait un gros différentiel sur la survie, mais pas d'amélioration donc du contrôle hémorragique et des complications. Notre première explication, c'est qu'il y avait quand même une surmortalité dans le groupe sonde à ballonnet. C'est-à-dire qu'à la fin de l'étude, donc à l'analyse à 6 semaines, il restait que 13 patients dans le groupe sonde à ballonnet. Donc forcément, c'est compliqué de mettre en évidence la survenue d'un saignement ou de complications quand on a peu de patients vivants. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'était que, en fait, dans les deux groupes, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on en parlera juste après, mais l'accès aux types de sauvetage était équivalent. D'accord. Donc voilà, sur la récidive hémorragique, ça a permis de contrôler et de lisser les choses. Ouais. Tu vas reprendre ma deuxième question, c'est est-ce que cette prothèse améliore l'accès au type de sauvetage ou pas? Alors non, il n'y a pas eu plus de patients qui ont eu un type de sauvetage dans le groupe prothèse. On avait un taux de 30% environ de TIPS et c'était équivalent dans les deux groupes. On aurait pu penser que la prothèse, du fait d'une survie plus longue
Et du fait de cette prothèse, elle peut rester en place jusqu'à 7 jours, contrairement à la sonde à double ballonnet qu'on laisse seulement 24 heures. On s'est dit que forcément, les patients auraient eu plus de tips par facilité. Finalement, non. Surtout qu'on avait un effet période assez marqué, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de patients qui étaient avant 2017 pour la sonde à double ballonnet, et finalement, pour la prothèse, c'était plutôt après 2017. Mais donc on s'est dit que ça allait peut-être changer les pratiques, mais finalement, même taux de TIPS. Donc nous, ça nous a arrangé parce qu'on a vraiment pu mettre en avant l'effet prothèse, qui n'était pas forcément contrebalancé par la pose du type de sauvetage, puisqu'il y avait le même taux de TIPS. Mais du coup, c'est vrai qu'on a été assez étonnés. On s'est dit qu'en fait, finalement, on ne posait pas plus de TIPS de sauvetage dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Morgane, pour ces résultats et cette très belle étude. Je vais laisser place maintenant la parole à Antonio. Merci Sabrina, bonjour à tous. Je suis Antonio Saviano, hépatologue à Strasbourg, et aujourd'hui je suis en compagnie de Wendy Limousin, interne à Paris, pour discuter avec elle de son travail sur les thérapies ciblées adaptées aux altérations moléculaires dont les CHC et hépatocholangiocarcinome en progression soit TEZOBEVA. Bonjour Wendy. Merci Antonio. C'est un travail hyper intéressant. Juste un petit résumé pour qui nous voit et pourquoi c'est important. Donc l'étude, c'est une étude qui est unicentrique, qui s'intéresse aux patients qui ont un CHC ou un hépatocholangiocarcinome qui ont progressé sous atezo-beva, qui ont été séquencés dans le cadre du plan France Médecine Génomique et qui, suite au séquençage, permettent, en cas d'altération ciblable identifiée, d'un traitement ciblé. Donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est de montrer que c'est faisable, que la médecine personnalisée, qui est très en vogue dans les autres cancers, finalement, elle peut être faite également dans le CHC, et de montrer que les patients peuvent en bénéficier. Et combien de patients vous avez pu inclure et vous avez pu effectivement analyser? Donc, on avait 135 patients qui ont été traités par atezo-beva, 100 patients qui ont progressé, 34 qui avaient un état général compatible avec une deuxième ligne de traitement et finalement 20 patients qui ont été séquencés. Donc, premier message important, quand même, une grosse partie des patients n'a pas forcément l'état général pour poursuivre, mais pour les 34, pour les 20 en fait, que vous avez analysés, vous avez trouvé des altérations moléculaires, vous avez trouvé des choses, vous avez pu effectivement faire des thérapies ciblées ou pas? Alors oui, donc parmi les 20 qui ont été analysés, il y en a 19 finalement qui ont vraiment des résultats analysables. Il y en a un qui avait une contamination de foie non tumorale sur la biopsie. Et donc il y a 14 patients qui ont au minimum une altération ciblable, pour un total de 20 altérations identifiées. Et on a 9 patients qui ont pu accéder à un traitement ciblé. Qui est un bel nombre de patients vu l'effectif analysé. Et comment ça marche ce séquençage? Donc, ce qui est nécessaire pour le séquençage, c'est un échantillon tumoral. Donc, dans notre cas, c'était beaucoup de biopsies et un patient qui avait une résection. Donc, il faut que ce soit congelé, accompagné d'un échantillon de sérum qu'on envoie dans la plateforme Sequoia parce que c'est un travail qui a été fait en Ile-de-France. Et donc, c'est du whole génome, du whole exome et du RNA sec. Ok. Et donc, finalement, vous avez utilisé quelle biopsie? Vous avez refait la biopsie de façon systématique après chaque progression? Vous avez utilisé des biopsies qui avaient déjà dans la biotech? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel? Est-ce qu'il faudrait faire des biopsies à chaque fois ou Alors, pas? il faut avoir la chance d'avoir du matériel congelé, ce qui est souvent une limite. Nous, dans notre cas, on a ce qui est très classiquement fait, c'est diagnostic de CHC, biopsie, congélation dès que possible. Donc, nous, dans beaucoup de nos patients, on avait déjà du matériel congelé disponible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand c'était déjà disponible, on envoyait. Donc, pour beaucoup de patients, c'était des biopsies au diagnostic et quand ce n'était pas disponible, dans certains cas, on rebiopsiait. Et au final, on avait 10 patients avec des échantillons avant atezo-beva et 10 patients avec des échantillons après atezo-beva. Et combien de temps il vous faut pour avoir les résultats? Entre le moment où la plateforme reçoit l'échantillon et la deuxième RCP moléculaire où on discute des résultats, il y a 62 jours. Après, en pratique, entre la première RCP où on pose indication, la consultation d'oncogénétique, l'envoi, entre les deux RCP, il faut compter après 3 mois. Donc, il faudrait
essayer de le faire le plus tôt possible et Dès que éventuellement même possible. avoir déjà la biopsie, quoi, parce que ça Oui, serait et un gain de temps. ce qui peut aussi être intéressant, c'est on a des patients qui, lors des réévaluations, sont en train de progresser, mais ils sont toujours considérés comme stables selon la classification RESIST. Et en fait, à ce moment-là, on les envoie déjà pour le séquençage en se disant la progression va probablement arriver. Et à ce moment-là, on aura gagné peut-être un mois ou deux sur le résultat de séquençage. Bah, félicitations pour ce travail, hein, c'est vraiment hyper important. Donc, si on veut faire en clôture une phrase, un concept pour qui nous voit, qui nous écoute. Je pense que le message à retenir, c'est que la médecine personnalisée, les thérapies ciblées adaptées aux altérations, c'est vraiment quelque chose de faisable qui est là actuellement disponible en clinique, qui n'est pas nécessairement fait suffisamment, mais qui peut être réalisé et avec un vrai bénéfice pour un certain nombre de patients. Merci Wendy, merci à tout le monde de nous avoir suivis. J'appelle et je remercie Sabrina et Morgane. C'est vraiment super et bonne continuation avec les 93e journées scientifiques de la FEF.